Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Vous avez raison, vous êtes sur Zouk TV dans l'émission Écoutez pour comprendre, mais ne changez surtout pas de chaîne. Restez jusqu'au bout pour comprendre ce qui sera dit par M. Paul Bourioulou, notre invité, qui est ingénieur en géologie appliquée. M. Paul Bourioulou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Florent Gravin, on se connaît depuis très longtemps. Effectivement, ma formation de départ, c'était la célèbre école de Nancy, une des 4 écoles des mines qui s'appelait école ENSG, géologie appliquée, voilà. Et j'ai pratiqué ça depuis 78, par exemple, où je suis arrivé comme directeur de Bachy ici, et sous diverses formes. Je suis toujours expert judiciaire depuis 30 ans sur ces domaines. En clair, médecin du sol. Voilà. Et médecin du sol, j'aime bien l'expression parce que le sol, c'est quelque chose de vivant. Dans la vie, il y a ce qui est biologie végétale, ce qui est biologie animale, et ce qui est biologie terrestre, ça s'appelle géologie. Mais c'est de la biologie aussi. Les sols sont vivants. Ils ne vivent pas à notre échelle d'espace et de temps, mais ils vivent. Oui. Et malheureusement, c'est un domaine qui est très, très, très attaqué par les effets de l'homme à partir du réchauffement climatique. À partir du moment où l'homme a cru avoir des moyens, il a commencé à imposer sa vision des choses, sa loi. Et en fait, ça surprendra peut-être les gens, mais les premières lois de géotechnique sérieuses qu'on applique datent du XXe siècle. La fameuse loi de Terzaghi, c'est 1937. C'est très récent. La tectonique des plaques, Wegener a commencé avec sa comparaison du Brésil et de l'Afrique vers les années 1900. Mais on a finalisé ça vers 1930. Et il n'y a que 20 ans qu'on a su appeler ça mouvement tectonique des plaques. Avant, on appelait déplacement des continents. Et aujourd'hui, avec le contemporain, tout ça est contrôlé par satellite. Alors là, encore, c'est un très grand changement. On arrive à avoir autant d'informations depuis l'espace qu'on peut en avoir depuis la Terre. Et notamment, il y a quelque chose que j'aime bien, mais qu'on n'arrive pas beaucoup à pratiquer en Martinique, c'est la géophysique. C'est-à-dire qu'on envoie des ondes dans le sol. On ne fait pas de trous forcément. On envoie des ondes dans le sol et on a une information. Et on ne fait pas les fameuses carottes en question, justement, parce que là aussi, si c'est pas bien traité, ça sert à rien d'avoir fait un trou. Et ce qu'on appelle la carotte, c'est l'extrait dans le tube qu'on a foncé dans le sol, l'extrait de roche ou de terre qu'on a récupéré. Malheureusement, aujourd'hui, on a un risque d'aggravation. Tout récemment, nous avons fait une rencontre avec l'ADL, le BAGM et chez EGMA concernant l'élévation du niveau de la mer. Oui. Quel est votre avis sur cette question ? J'ai suivi avec intérêt. On avait fait quelques semaines avant une réunion en tant que COBATI, puisque c'est l'association des professionnels de l'immobilier et de la construction du cadre de vie en Martinique qui existe depuis 30 ans, puisque j'en suis un des fondateurs. Et elle est... Et dans ces 2 réunions, on voit que il y a beaucoup d'idées bizarres qui ne sont pas encore admises. Par ailleurs, j'ai été stupéfait l'autre jour d'entendre une émission sur une grande chaîne nationale, la 2, avec le célèbre Hugo Clément qui défend l'environnement, qui apparemment semblait découvrir que l'eau prenait plus de place quand elle était chaude. C'est quelque chose, c'est une base. C'est le baba. Voilà, c'est le b.a.-ba. Et alors, si tout le monde manipule des parties d'informations, de données, de calculs, sans bien maîtriser de manière cohérente et homogène tout ça, on n'y arrivera pas. Alors, ces 2 réunions, elles ont eu cet intérêt, c'est qu'elles ont mis en exergue réellement le problème. Moi, tu le sais, ça fait très longtemps que je me bats pour dire que, justement, en tant que géologue, je rappelle que chaque territoire a ses valeurs propres à lui de montée des eaux. C'est bien de se servir d'une moyenne générale, c'est bien d'avoir des logiciels mondiaux, mais il faut les appliquer à des valeurs repérées sur place. La réalité locale. Alors, pour figurer bien ça dans l'esprit des gens,
parce que c'est pas sorcier, mais il faut l'admettre. Et j'ai l'impression que, de manière officielle, on m'a barré le chemin très souvent parce que c'est pas bon d'en parler, ou c'est un sujet dont mineur, on s'en fiche, etc. C'est pas vrai. Tant qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas le négliger. Je donne un exemple. La Nouvelle-Zélande, il y a 3 ans, a avoué, parce qu'elle l'a mis sous cette forme-là, elle a dit « Attention, j'alerte, nous sommes un pays qui descend ». Puisque vu la structure des plaques, etc. là-bas. Donc, et alors, il y a 2 îles en Nouvelle-Zélande, et la Nouvelle-Zélande du Nord descend d'1/2 centimètre de plus par an que celle du Sud. Et 1/2 centimètre, c'est la valeur qu'on nous donne standard mondial. Donc ça change les choses. On a vu qu'à Mayotte, le Fani Maoré, le fameux volcan qui a surgi il y a quelques années, en quelques années, 2-3 ans, il a déplacé Mayotte de 25 centimètres vers l'est, mais de 14 cm vers le bas. Oui, il a enfoncé Mayotte de 14 cm en quelques années. Je donne un exemple inverse pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. C'est l'Islande, qui est un pays qui se crée tous les jours par la lave qui sort depuis la ride médio-atlantique. Eh bien, elle monte globalement, c'est-à-dire qu'elle monte plus vite que la mer ne monte. Donc, globalement, elle monte. Donc, nous, il faudrait qu'on fasse ce qu'il faut pour faire une campagne de relevée adéquate, de manière à savoir de quoi on parle pour nous. Il faut qu'on ait nos valeurs, parce que vraisemblablement, elles sont supérieures. De toute façon, tout le monde admet maintenant 1 ou 2 millimètres au moins par an pour ça, sans connaître bien le phénomène. Ça veut dire qu'on va 30 ou 40%. La mer monte 30 ou 40% plus vite chez nous que ce qu'on admet globalement dans le monde. Donc on a 30 ou 40% de moins de temps pour se prémunir des mêmes effets. Mais la base la base NGM. Alors ça, c'est un autre sujet que vous avez soulevé je soulève ensemble. Ça en permanence, sa base NGM, elle est toujours de 0. Or, oui. Ce 0, il s'est déplacé. Alors, parce que tout le monde croyait que c'était le niveau général des mers, M. Oui. Mais non, c'est NGM, c'est Martinique. C'est un niveau de référence qui a été pris vers les années 70-75 pour que tout le monde fonctionne comme ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de relevé possible depuis un point autre que la Terre. Donc, on se donnait une référence standard, inamovible, et tous les documents, tous les plans qu'on avait pouvaient se rattacher les uns aux autres. C'était ça l'intérêt, un peu. C'était une espèce de BIM limité au BIM, c'est Building Model. C'était une façon que tout le monde ait la même référence et qu'on puisse comparer des choses comparables, des dénivelés de terrain entre eux, puisque si mon terrain il est à 18 NGM et que ton terrain est à 20 NGM, on a 2 mètres de dénivelé. Si je ne parle pas en NGM, je ne peux pas. Le gros défaut dont tout le monde vient de prendre conscience apparemment, c'est que ce NGM, il n'a jamais suivi l'évolution du niveau des mers. Donc le 0 NGM, il est quelque part dans l'eau. Oui. Voilà. Donc il faut changer notre référentiel. Il faut un double référentiel. Il faut un référentiel par rapport à la montée des eaux pour que tous ceux qui sont atteints par ça, l'aérodrome, le port, la ville basse de Fort-de-France, la plaine de Rivière-Salée, etc., puissent le gérer. Toute la partie basse de la baie de Fort-de-France qui est le point névralgique de la Martinique. En plus, c'est le point névralgique. On l'a souvent dit que refaire toute cette partie-là en fonction de la montée des eaux, c'était un peu faire une course-poursuite qui n'avait pas de sens. Effectivement, il faut savoir que pour l'instant, dans la ville de Fort-de-France, dans la ville basse, avec la montée actuelle constatée des eaux, les réseaux qui sont implantés ne peuvent plus fonctionner puisqu'ils étaient implantés un petit peu en profondeur, avec de très faibles pentes, mais donc la mer monte dans ces réseaux. Et donc abîme ces réseaux, parce que je signale un petit point aussi qu'on oublie toujours, c'est que la mer, c'est de l'eau salée, oui, et de l'eau un peu acide, maintenant. Parce qu'elle était à un pH de 8,2 jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, et en quelques 30 ou 50 ans, on a vu qu'il est passé à 7,9. Alors, vu l'échelle des pH, ça ne frappe pas la population, c'est comme la magnitude des volcans, une magnitude 7 ou une magnitude 8, on dit, ouais, bon, 7, 8. Non, mais 8, c'est 32 fois plus violent que 7. Eh bien, 7,9 comme pH,
c'est environ 25 fois plus acide que 8,2 comme c'était avant. Et alors, il y a des gens, il y a des animaux qui aiment ça, des végétaux aussi, nos chères sargasses, elles émettent du H2S, du NH3. C'est des produits qui, justement, dont la production est facilitée par l'acidification de la mer. Et je termine pour bien montrer pour les personnes, les coquillages, par contre, pour que les coquilles se fassent, comme c'est du calcium, surtout, il faut que ce soit pas trop acide. Et il y a des endroits, près de Capri, en Italie, où il y a des émanations de gaz qui acidifient encore plus l'eau. Et elle est à 7,4 là. Eh bien, à cet endroit-là, les mollusques oui. n'ont pas de coquilles. Ils ne peuvent pas se reproduire, c'est fini. Alors, il y a et la montée et le fait que c'est de l'eau salée. Et ces deux choses-là vont changer grandement la vie des gens. Je termine sur le sel. Le biseau salé, on en a parlé. Oui, la rivière salée, là. Le biseau salé, s'il s'installe sous Fort-de-France, ça n'est plus de l'eau qu'il y a dans les fondations, c'est de l'eau salée. Ça va changer quelque chose pour les bétons, les aciers, les PVC, etc. Et dans la plaine de rivière salée, eh ben, l'agriculture va avoir à se préoccuper d'avoir de l'eau salée en sous-sol. Alors, comme on dit chez nous, trop sel gâté soupe. Oui. Là, trop de sel dans tous nos équipements techniques, ça va poser problème. Oui. Et aujourd'hui, nous le constatons. Bon, ça s'est aggravé avec les sargasses. Alors, les gens ne s'imaginent pas, ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais ceux qui sont à proximité, comme par exemple au Robert, ils subissent cette dégradation, télé, réseaux électriques et autres. Quel est l'avis du géologue? Quand j'y travaillais là-bas au Robert, on n'avait pas encore les sargasses. Et quand j'y retourne parfois, je suis effaré par l'odeur permanente et cette atmosphère difficilement respirable. Oui, les sargasses ça attaque les fers. Oui. Alors, dans le cadre de bâtis solides, oui. Un autre sujet si on peut échanger sur l'actualité technique et environnementale de la Martinique, donc la montée de la mer, c'est un fait qu'on commence à prendre en compte, c'est important, ça a commencé il y a longtemps. Le fait d'avoir des normes inadaptées ou oubliées depuis longtemps, c'est quelque chose qu'on avait aussi comme combat. Alors là, on a quelques années d'avance. On arrive, ça y est, en 4-5 ans, on a fait un travail considérable que les gens n'ont pas mesuré parce que c'était un travail de l'ombre et qui a été impressionnant parce que si je prends des valeurs, je peux te dire qu'il y a 114 réunions officielles avec compte rendu et tout, techniques qui ont été établies, avec 182 contributeurs bénévoles, techniciens, martiniquais, experts de toute nature et tout, localement le plus. Donc, c'est-à-dire que pendant 4-5 ans, tous ces gens-là se sont investis, qu'on a sorti ça. Et alors, dans ces normes bâtis solides, dont on peut parler un peu plus là, mais pour répondre à la question sargasse, on est en train de créer un volet particulier, parce que maintenant qu'on a acquis assez de savoir-faire et de crédibilité, y compris au niveau national, on peut se permettre de commencer à aborder des sujets complexes. Et le sujet sargasse, c'est complexe. Et c'est impressionnant parce qu'au début, avec l'université, on leur a confié une mission et on s'était dit, on va mettre des échantillons dans un caisson hyperbare et un caisson notamment celui de Siapoc et autres, et pour accélérer le phénomène, pour pouvoir ne pas perdre de temps et avoir des mesures intéressantes. Le temps de réfléchir tout ça, l'analyse des premiers échantillons nous a montré qu'ils étaient déjà atteints. Et que c'était atteint jusque dans des coins en altitude, pratiquement vers près, il y avait encore des effets. Donc il faut absolument se préoccuper très sérieusement de l'existence des sargasses. Il y a deux problèmes dans les sargasses, comment les récupérer, comment en faire usage, etc. Ça, c'est effectivement un aspect santé, économie. Mais il y a un aspect, disons, qualité de vie, et environnement et surtout bâtiments, c'est que tous les bâtiments qui subissent les sargasses sont affectés parce que le béton lui-même ne supporte pas bien. Et dès que la porosité du béton est entamée,
les aciers qui sont dedans aiment encore moins ça. Alors on sait tous qu'il y a aussi le PVC, tout ce qui est électrique. On essaye de recenser la vitesse et la production des... Parce qu'en surface, ces aciers, H2S, etc., créent un film, un biofilm. Oui, enfin une oxydation, voilà, l'équivalent d'une oxydation, comme le cuivre oxydé qui devient vert, etc. Bon, mais le cuivre oxydé qui devient vert ne s'abîme pas plus que ça quand il a sa peau. L'acier inoxydable Corten, qui est gris-marron, quand il a fait sa couche de superficielle, ça protège le reste.